Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, ça dépend à quel endroit vous êtes ou à quel moment vous nous regardez ou à quel moment vous nous écoutez. Bienvenue dans votre podcast préféré. Nous sommes aujourd'hui vendredi 28 avril, c'est ça. Vendredi 28 avril 2023, la dernière émission de la semaine. Nous sommes heureux de vous retrouver parce que, vous le savez, nous avons lancé depuis un certain temps, depuis le lundi exactement, nous avons relancé cette version du Chez Francis ce soir, aux alentours de 19h30. Comme vous saviez, avant, nous passions à 22h30 ou 23h30. Ça, c'est quand les matchs de foot vont reprendre. En tout cas, la semaine prochaine, en tout cas, nous essayerons de trouver un meilleur horaire. Vous connaissez la version du zapping matinal. Vous connaissez la version de Chez Francis à midi. Nous sommes revenus dans notre version de 19h30 parce que cela vous plaît, que nous vous informions à cette heure-ci. Merci à tous les téléspectateurs, merci à toutes les téléspectatrices, merci aux auditeurs, merci aux audionautes, comme dirait notre rédacteur en chef Stéphane Poulain, pour ceux qui écoutent sur le podcast. Je rappelle que vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous entendre sur SoundCloud, ou si je ne me trompe pas, sur Amazon Music, sur Deezer, sur Spotify, sur Ocha. Nous sommes disponibles, vous pouvez nous écouter là-bas. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube. Nous sommes là pour vous. Vous connaissez le principe de cette émission. Si nous résumons l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, l'émission sera en deux parties. Nous allons commencer tout d'abord par le zapping avec toutes les news qui ont émaillé la journée, entre la journée d'hier et aujourd'hui. Ainsi que deuxième partie, ça sera le débat. Nous reviendrons sur un sujet qui vous a plu il y a de cela 2-3 jours. Nous allons parler avec notre chroniqueur Christian Kassongo ainsi que notre invité spécial M. Momi Mbouzé. Je vous donnerai le sujet quand nous rentrerons en deuxième partie. Mais avant tout, pour commencer l'émission, comme toujours, c'est avec le Seigneur. Et la rubrique, c'est Oh my God! On a commencé la semaine par lui et on terminera la semaine par lui. On va louer le Seigneur. Il l'a fait avec Siku ya Mungu, avec la chorale. Je reviens toujours sur ça, mais bon, on a commencé avec ça le lundi. On termine avec ça le vendredi. Siku ya Mungu Papa Wemba, parce que c'est de lui dont il s'agit. On a commémoré les 7 ans de sa disparition le 24 avril dernier, donc il y a 4 jours, c'était lundi, si je ne me trompe pas. On a commémoré la date de sa disparition. Il avait fait cette version avec la chorale Guilon, l'une des meilleures chorales africaines. C'était lors d'un festival sur le gospel. Papa Wemba, de mi à mort, jamais il nous quittera. Voici Siku ya Mungu pour louer le Seigneur et bénir notre émission. Leo tutakutana fasi moya wote, leo tutafurahi. Iye mama, ndugu na rafiki, sisi wote pamoja, leo tutafurahi. Iye mama, kwa sababu leo siku mzuri, ni siku ya Mungu, siku ya baba wetu. Iye mama, kwa sababu anatutafuta ndani ya roho yetu. Leo siku mzuri, ni siku ya Mungu, siku ya baba wetu. iye mama, kwa sababu anatutafuta ndani ya roho yetu.
tutakutana fasi moya wote, leo tutafurahi. Iye mama, Ndugu na rafiki, sisi wote pamoja, leo tutafurahi. iye mama, Kwa sababu leo siku mzuri, ni siku ya Mungu, siku ya baba wetu. iye mama, Kwa sababu anatutafuta ndani ya roho yetu. Anatukuya wote, anatukuya wote. Pour louer le Seigneur, nous allons commencer avec Papa Wemba. Ça fait 7 ans qu'il nous a quittés. C'était le 24 avril dernier à Abidjan. Paix à son âme. Il restera toujours l'un des meilleurs, si pas le meilleur de tous les temps. En parlant d'Abidjan, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Nos condoléances encore vont à l'artiste Hervé Ferregola parce qu'il a perdu son jeune frère. Il se trouve actuellement aussi à Abidjan, malheureusement, pour honorer un contrat. C'est lui qui est allé jouer là-bas pour représenter la RDC lors du festival qui se trouve là-bas. Normalement, le chef Francis Chaud devait y être. Nous devions être à Abidjan. Mais les impératifs ici nous ont retenus, mais on était invités pour participer à ce festival. Maintenant, nous allons passer à la rubrique que beaucoup de gens aiment. C'est une des rubriques que beaucoup de gens nous envient. On remonte le temps grâce à ça. Mais exceptionnellement, par rapport à Emma Lao, j'ai une chanson à mettre aujourd'hui, juste avant de passer à notre partie de la machine à remonter dans le temps. C'est une chanson spéciale que je vous propose pour vous détendre avant de commencer. Notre invité, Momi Mbouze, est déjà là pour la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Cléopâtre. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si c'est déjà en cours, mais Netflix va sortir un épisode spécial sur les reines d'Afrique et ils ont choisi Cléopâtre. En tout cas, c'est réalisé par la femme de Will Smith, pour qui j'ai perdu toute l'estime possible, mais ce n'est pas grave. C'est elle qui réalise cet épisode, cette série de documentaires, séries, un truc comme ça. Ça sera sur la reine Cléopâtre. Sauf que ici, en Occident, les gens sont choqués. En Égypte aussi, ils sont choqués parce qu'ils ont choisi une actrice noire. Il y a une partie des Africains qui croient que Cléopâtre était noire. Nous allons avoir un éclaircissement ou au moins son point de vue à M. Momi Mbouze dans quelques minutes à partir de 20h, 20h05, qui sera avec nous. Nous allons discuter de cela avec notre chroniqueur Christian Kassoum. En attendant, dédicace spéciale à Emma Lao. On regarde maintenant cette chanson. 2, 3. Yeah, yeah. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly me, and it's me. How deep is your love? It's your love. It's your love. I really mean to love, 'cause we belong to you.
Mouchembe, quoi. C'était pour toi. Là, je les surprends. J'ai fait exprès de les mettre pour que vous restiez à l'antenne. Ils sont là. J'ai fait exprès de les mettre. Lui, en dessous, c'est Momi Mbouzé. Avec lui, nous allons débattre, enfin, nous allons discuter de cette histoire sur Cléopâtre avec Christian Kassongo, que vous connaissez maintenant depuis 2 jours. C'est le nouvel arrivant dans notre émission. Il sera là de temps en temps dans notre chronique. Je dis bonjour d'abord, bonsoir ou bonjour, ça dépend. Bon, bien sûr, vous nous écoutez, vous nous regardez, pour ceux qui nous regardent. Bon, Mimbouzé, comment tu vas? Ah, ton micro. Voilà. Je vais bien. Et vous-même? Ça va. Comment tu as trouvé How Deep Is Your Love, cette version? J'ai vu ça sur Internet. Je me suis dit, je me disais que je connaissais la chanson. Quand il passe, je me suis dit, mais je connais cette chanson. Et... Ouais, l'original, c'est les Bee Gees, mais ça a été repris par beaucoup de personnes. Mais cette version-ci, je l'ai appréciée, elle est acoustique, elle est calme. Voilà. Si, elle est soul. Elle est soul, chanson de love, comme on dit. Christian, le mélomane, comment il a apprécié la chanson? Elle est douce, elle est sucrée. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, tout est permis, donc on va durer plus longtemps parce que souvent mes deux compères ici se plaignent de l'émission qui est courte, mais je pense que on va durer plus que prévu aujourd'hui avec cette histoire de Cléopâtre en deuxième partie. Donc, au calme. Oui, surtout celui du dessus, oui. C'est celui du dessus qui se plaint souvent de l'émission est courte, on n'a pas beaucoup parlé. Mais bon, au calme. Alors, messieurs, je vous garde si vous voulez intervenir sur les différentes vidéos que je mettrai. Libre à vous. Mais sinon, on va vite. J'ai dit que je vais commencer tout d'abord par la machine à remonter le temps. Il faut absolument que je libère cette chanson-là parce que comme c'est sa semaine, donc faut libérer Papa Wemba. C'est sa semaine. Donc, bah oui, c'est pas loin, c'est ça. Nous allons le libérer. Cette fois-ci, je vous mets une chanson qui a fait bouger l'Afrique entière, le monde entier. Et voilà, ça avait plu à beaucoup de personnes. Et moi, je le remercie parce qu'il fait partie de ces personnes qui m'ont soutenu alors que je n'étais personne. Mis à part nos relations personnelles parce que c'était un ami de mon père, il était au départ de ma carrière et de cela 25 ans. Je le remercie encore une fois. On bouge un peu à la maison et enfin, on va rentrer dans notre zapping avec vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Merci d'être nombreux à nous écouter. Merci d'être nombreux à nous regarder. Okoningana Soko Utabrata, Luanda, au South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Sikoyo Kanakikeli Iyo Papa. Moningana ngayo, tika kosalanga bongo. Kofinganga ezali mabe. Keba kotanga ezali kolo, okolo baloba mingi he. Ngana salia nini he. Ata ofinginga. De retour dans l'émission, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Ça fait du bien. Alors, si je peux me permettre, oui. J'ai toujours trouvé les... Oui, pardon, désolé, j'ai été distrait. J'ai toujours trouvé les combinaisons, les mix comme ça, rap dombolo, un peu bancal. Mais la première fois que j'ai entendu ce morceau, je me suis dit, mais qui a fait ça? Parce que c'était la première fois que un tel mix me parlait et je le trouvais agréable et j'aimais écouter cette chanson.
Et finalement, après, par la suite, quand j'ai appris que c'était Guy Wakou qui était derrière, Wakou. d'ailleurs, on le voit dans le clip, et c'est Guy lui Wakou, qui Al dit César Zimbi, Bidouet, Sek Banadéix, la diaspora comme on l'aime, donc, avec notamment Tony Sad qui a été excellent sur ce morceau. Donc, ceci expliquait cela. Ouais, très belle chanson. Bon, allez, ça maintenant c'est la rubrique du zapping. On va rentrer maintenant dans le zapping, tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous mettre un extrait du professeur Mbata, qui est le vice-président du Parlement. Il a fait une interview avec Christian Lusakweno. Je sais que Christian vient de sourire, il a vu ça. Suivez, il n'y a pas de commentaire, je mets seulement. Parce que le professeur André Mbata qui est en face de moi, il y a quelques années, quand on annonçait à renfort de publicité la création du FCC, parlait d'inconstitutionnalité de ce genre d'organisation. Et vous avez un gouvernement. Dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république, au cours d'un conseil des ministres, il se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Aujourd'hui, on dit de l'Union sacrée que c'est le FCC ou que c'est à la mode du FCC bis, avec des membres du gouvernement, des hommes politiques venus de divers horizons, mais surtout des similitudes énormes avec le FCC que vous, constitutionnalistes, condamnez hier. Bon, le FCC, effectivement, nous sommes en politique, il peut y avoir des similitudes, mais l'idée qui a donné naissance au FCC et l'idée qui a donné naissance à l'Union sacrée, c'est tout à fait différent. En quoi? Les perspectives sont différentes. En quoi? La composition est différente. En quoi? Pourquoi? Parce que le gouvernement voulait le glissement, la CENI de Nanga à l'époque voulait le glissement, la Cour constitutionnelle, on est allé au glissement, mais c'est tout à fait différent. Mais la constitutionnalité dont vous faisiez cas à l'époque, c'était la participation de tous ces gens en même temps dans un conglomérat de partis, un grand rassemblement que copie aujourd'hui l'Union sacrée. Ce n'est pas exactement cela de la constitutionnalité dont je parlais. Je parlais surtout du triangle du glissement. Ici, par exemple, qui sont membres de l'Union sacrée? Ce sont les partis politiques. Et puis lorsque vous voyez même la façon dont les gens s'expriment, il n'y a pas d'autorité morale ici. Tout est fait pour la réélection d'un homme. Et puis vous verrez même que l'Union sacrée, elle était basée sur une idée. Vous n'avez pas eu de pareil dans la création de l'Union sacrée, du FCC. Pardon, j'ai fait un peu de droit. Je suis gradué en droit. Je suis un peu intelligent, mais pour moi, il n'y a pas trop de différence. C'est mon avis, hein. C'est juste que le leader est différent. Voilà, comme on dit, c'est le chauffeur qui a changé. Mais c'est le même taxibus avec les mêmes receveurs, les mêmes mécaniciens, la même équipe, quoi. Un avis, messieurs, ou bien on passe? Il y a, à l'époque, quand Bochab avait sorti son livre La révision de la Constitution ou l'inanition de la nation, j'avais vraiment, c'est à cette époque-là que j'ai connu le professeur Mbata. Et il avait démonté ce livre, ce pavé, avec maestria. Et je l'ai trouvé super intéressant. Et c'est là que j'ai appris que grand constitutionnaliste africain, etc., j'ai dit, l'homme est bon. Et puis finalement, chacune de ses interventions, je le suivais parce que je le trouvais pertinent. Mais ce qui est bien avec les hommes publics congolais, parce qu'avant, il n'était pas politique. Avant, il faisait partie de la société civile. Avec les hommes publics congolais, c'est qu'ils ne résistent pas à l'épreuve du temps. Il y a toujours des images. Ils ne résistent pas à l'épreuve du temps. À un moment ou à un autre, leurs propres vidéos les contredisent. Et ils sont en totale contradiction avec eux-mêmes. Et c'est terrible, quoi. Donc, ça veut dire que là, les gens n'ont même pas besoin d'aller lui dire quoi que ce soit. On a juste à le faire asseoir, prendre son ancienne vidéo, la mettre et lui demander de répondre à l'ancien professeur Mbata. Voilà. Quand il n'avait pas encore les costumes et tout ça. Il n'avait pas encore les chemises en pagne. Momi, pardon, dis-moi.
Ton avis sur ça? Bah, je pourrais paraphraser Christian en disant on peut parler d'un autre monsieur qui a sorti un bouquin où il disait pourquoi j'ai choisi Kabila. C'est vrai. Voilà. Tu vois, c'est magnifique. Je ne sais pas. Ils se contredisent eux-mêmes et ils laissent des traces derrière eux pour qu'on les détruise. Donc, ils nous fabriquent les armes avec lesquelles on va leur tirer dessus. Ils tendent le bâton pour se faire battre. J'ai encore mieux. Toujours dans la même veine. Bientôt le débat, vous n'en faites pas. J'ai encore mieux. Toujours dans la même veine. Regardez. Moi, je suis kabiliste de sang. Si je quitte le kabilisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabiliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila, l'autorité morale. D'abord, nous connaissons dans quel état le président de la République, chef de l'État, avait pris ce pays. Un pays complètement détruit de l'intérieur. Et la vision clairement exprimée par le président de la République nous demande aujourd'hui impérativement, il faut que le président ait un autre mandat pour continuer sa grande vision. Il était tout le temps court-circuité par la guerre. Il a invité tous les leaders du Grand Équateur à s'aligner derrière le grand leadership du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Est-ce qu'il faut que je parle encore là? Surtout lui là, Willy Michik là, surtout lui là. Non, pardon, ce pays non, pardon. Quelqu'un m'a écrit en fait, pourquoi vous êtes pessimiste, pourquoi vous attaquez nos politiciens, vous n'êtes pas patriote, mon frère. Je vais te dire quelque chose. Et patriote, celui qui a des soucis de son pays. Pour moi, je suis désolé. Hein, cette classe politique-là, on en a parlé hier, on en a parlé avant-hier, et j'en parlerai encore lundi, mardi, tout ce que vous voulez. Non. Pas possible. Demain, samedi, aura lieu leur meeting. Le meeting de l'Union sacrée. Je suis d'accord qu'il y ait une plateforme pour soutenir le président pour sa réélection. D'accord. Mais pas avec tous ces gens-là. Tous ces gens qui ont été identifiés, qu'on connaît. Je suis sûr, hein, dès que Boé, même le président Kabila, l'ancien président, il doit rigoler. Le gars, il doit rigoler. Tellement, parce que quand on disait que les politiciens congolais étaient un aventurier, moi, je disais qu'on exagérait ce genre de choses. Mais Kabila doit rigoler à mort quand il voit tous ces gens qui viennent là. Là, j'ai vu, je ne sais plus, Christian, tu as vu la photo de la voiture avec la tête du président et la tête... Franchement, j'espérais secrètement que ce soit un fake. Pour les auditeurs et les téléspectateurs, c'est un politicien qui était derrière le président Kabila, qui aujourd'hui soutient le président Tshisekedi. Un politicien qui était derrière. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a été président de l'Assemblée nationale. Ouais. Il a été président du PPRD. Donc, on ne peut pas dire que ça a été un petit politicien qui était derrière. Non. On ne citera pas de nom, mais c'est lui qui avait écrit le livre Révision de la Constitution ou l'inanition de la nation. C'était le fameux Évariste Bochab. Mais il a mis une photo sur Internet avec une voiture, il a mis un Photoshop entre lui et le président Tshisekedi. Seigneur. C'est terrible. Allez, on avance, pardon, ça me fatigue. Le meeting a lieu demain. Écoutez Daniel Safou, le célèbre katumbiste. Bokanga ngai, bokanga maloba na zoloba. Mbongo oyo babimisi pona mobilisation na Union sacrée. Ils n'ont pas moins de 15 millions de dollars. Nous avons foutu des médecins, nous avons foutu des militaires. Ceux qui ont solo bazana bolingo mboka, ba foutu ata ba soda na biso na mbongo wana. Ba sombe la ta ba soda na biso ba teni, les militaires ne sont pas dotés. Botala ba teni ba policiers na so ba lata, na ba soda na biso. Botala. Nous ba doter ba militaires te, non ba sisi ba médecins te, les fonctionnaires ne sont pas payés à temps. Chaque les 15. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein.
Parce que nous tous, on a entendu cette rumeur, mais il n'y a aucune preuve. C'est ce qu'il dit. Vous avez un truc à commenter ou on avance? Sans commentaire. Sans commentaire, on a déjà tout dit. C'était l'émission d'hier, déjà l'émission d'avant-hier. On avait déjà fustigé ce genre de priorité. Ouais. Le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, moi j'aurais vraiment espéré que l'UDPS plutôt mette plus de députés pour que le parti présidentiel soit là plutôt que l'Union sacrée. En tout cas, moi j'aurais souhaité ça, mais bon, ça c'est autre chose. Augustin Kabouya a fait une mise au point par rapport à l'événement de demain, parce qu'on a trop mis les gens qui sont contre Pour sa défense, oui. Pour sa défense, même si je ne suis pas un grand fan du SIG, ils sont en train de s'organiser. Ils sont eux aussi. Et je pense que ils ne sont pas dupes. Ils savent que les gens viennent par intérêt. Vous ne pouvez pas faire confiance à des gens qui, il y a 2 mois, juraient fidélité jusqu'à la mort aux raïs et qui 2 mois après traversent comme si de rien n'était dans le plus grand des calmes. Voilà, j'ai appris que Cheo Kitoud aussi a rejoint. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont en train de s'organiser, ils ont des partis satellites et je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de gens vont être surpris. C'est ce qu'on avait dit, en fait. On a dit ça hier avec Stéphane Poulain et Agnès Kalonji. Beaucoup de gens vont pleurer. Au moins, il faudra choisir les circonscriptions. Parce que là, ils sont bien, ils sont mignons, ils seront tous demain au stade, ils vont faire le plein, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui prouve que les gens du MLC vont se retirer au profit des gens de Vital Kamerhe ou ceux de Bahati se retireront au profit de ceux de l'UDPS et vice-versa, et dans tous les partis, dans tous les coins? Qu'est-ce qui prouve que ça va se faire comme ça? Attendons seulement. On connaît nos politiciens, on sait comment se passe la politique chez nous. Pour l'instant, les gens sont calmes parce qu'ils espèrent. Une fois que l'espoir va s'envoler, tu vas voir que l'opposition va grandir. Voilà. L'opposition va être dopée. Ok, on écoute Kabouya alors. On écoute. Il n'y a aucun problème au sein de l'Union sacrée. Méga plateforme politique et électorale. Toutefois, je tiens à préciser une chose. Les ennemis de la République ne s'entendaient pas qu'un jour, l'Union sacrée va faire sa sortie officielle pour communiquer avec notre peuple. Si je prends seulement Eh oui, l'Union sacrée. Demain, ils seront au stade des martyrs. Ceux qui veulent aller les soutenir, bah, allez-y. Ceux qui ne veulent pas les soutenir, restez au calme à la maison. Voilà, c'est comme ça la démocratie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, messieurs, nous allons passer à la partie où nous allons maintenant débattre sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que nous avons atteint la 30e minute. Comme j'avais promis à Christian, je ne fais que 30, j'ai enlevé tout le reste. Je m'occuperai de ça. Je mettrai ça dans l'émission qui passera peut-être dimanche, on verra. Voici la partie du débat qu'on appelle Tokoloba. Messieurs, vous qui nous rejoignez, messieurs, dames, vous qui nous rejoignez, soyez les bienvenus. Vous êtes dans la deuxième partie du podcast du CFRC Show, dernière émission du week-end. Le débat d'aujourd'hui, c'est un débat, bon, bien sûr, ça touche le monde entier. Depuis l'histoire de Gims et puis d'autres panafricanistes qui ont toujours parlé par rapport à la source de la civilisation, beaucoup d'égyptologues se disputent dessus. Netflix, à travers l'une de ses réalisatrices, productrices, qui est Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, va sortir, ou a sorti, je ne sais pas si c'est déjà sur le net, si c'est déjà sur le réseau, va sortir un épisode spécial des Reines d'Afrique avec Cléopâtre. Sauf que la particularité de cette histoire, c'est que l'actrice qui va interpréter Cléopâtre pour la première fois dans l'histoire est noire. Et ça déplaît à beaucoup d'organisations, ça déplaît à beaucoup d'égyptologues, à beaucoup d'historiens, à beaucoup de personnes. On a vu des théories et des théories. Christian va poser des questions à Momi, qui lui a une théorie aussi dessus en tant qu'historien. Nous avons tous beaucoup de théories dessus. On se demande si Cléopâtre, parce que selon ce que nous, on a toujours appris, que Cléopâtre était métisse, plutôt, qu'elle avait une partie d'elle qui était grecque, qu'elle était une des descendantes de Grèce, pardon.
Momi va expliquer ça. Et une autre partie, on sait très bien que les Égyptiens de l'époque étaient des Blacks, des Africains. Mais qu'avec le temps, je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, avec le temps, à force de croiser les Grecs d'abord, puis les Égyptiens, puis les Romains, pardon, ensuite après les Arabes, ça s'est mélangé et ça a fait ce que les Égyptiens sont aujourd'hui. Momi, comment vas-tu? Bien. Alors, Cléopâtre, noire, caucasienne ou métisse? Elle est tout à la fois et rien à la fois, en fait. Tout dépend qui parle, tout dépend pour quel intérêt. La question de Cléopâtre, comme je l'ai dit ce matin dans un live sur Instagram que j'ai fait, doit se voir sur deux axes. D'abord, l'axe génétique. Selon l'axe génétique, elle est métisse, donc égypto-nubienne par sa maman, ce qui veut tout dire et rien dire à la fois, parce que on est à une époque où le pays a cessé d'être Kemet, donc la terre des Noirs, le pays des Noirs, avec une monarchie, une élite noire qui gouverne le pays. On est passé à Égypte avec une monarchie et une élite d'origine grecque, d'origine caucasienne européenne. Et bien sûr, sans parler de tous les métissages qu'il y a eu par la suite. Donc, sur le plan génétique, elle est métisse. OK ? On veut bien comprendre qu'elle est métisse, ok. Et quand on dit métisse, ça s'entend plusieurs degrés de clarté ou de je ne sais pas quoi. Mais lorsque l'on mélange une métisse avec un blanc, ça ne donnera jamais une basanée. Ça ne donnera jamais une foncée de peau. Ça donnera une carte ronde. J'ai une cousine, je connais des gens qui sont métisses, qui sont mariés à des Européens, et franchement, ça ne donne pas des basanés. C'est plus clair que ça. Ça, c'est sur le plan génétique. Sur le plan génétique, on peut dire que oui, elle a des ascendants africains. Même ne jamais oublier que Cléopâtre, elle est du clan ou de la dynastie des Ptolémées. Les Ptolémées, c'était des Grecs, des Blancs, des Caucasiens. Donc, lorsque Cléopâtre, d'ailleurs, qui n'est pas la première, c'est la 7e, je pense, à porter le titre de Cléopâtre, lorsque cette Cléopâtre monte sur le trône, elle monte sur le trône en tant que Ptolémée, avec l'éducation, la culture et tout ce qui va avec, lié à Ptolémée. Et ne jamais oublier que les Grecs, en venant en Afrique, ne sont pas venus pour rendre l'Afrique aux Africains, sont venus prendre l'Afrique aux Africains. Ils ont hellénisé, ils ont apporté des éléments de la culture et de l'identité grecque à l'Égypte, ce qui a d'ailleurs fait péricliter la qualité du matériel archéologique qu'on voit, à la différence de ce qui était fait par les Noirs et les Égyptiens et autres. Donc, il y a une culture, une identité hellénique et grecque apportée par les Ptoléméens. Donc, Cléopâtre, reine africaine, je ne pense pas. Reine africaine, dans ce cas-ci, on pourrait dire que Frédéric de Clercq était un président africain. Sauf lorsqu'on voit l'image de Frédéric de Clercq, on se rend compte que c'est un blanc, on se dit, comment est-ce qu'un blanc devient président africain? Et là, alors, on remonte l'histoire. Voilà. Et là, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce qui se passait en Afrique du Sud. Et là, en remontant l'histoire, on se rend compte que, il est blanc en Afrique parce que ça et ça. Donc, les Ptolémées, ce sont des usurpateurs, sont des envahisseurs qui sont venus prendre un pays et qui vont tenter d'y implanter leur culture et leur dynastie à eux. Et lorsque Cléopâtre, si d'ailleurs on devait donner son nom, on dirait Cléopâtre Ptolémée. C'est comme si on disait Momi Mbouzé. Par Mbouzé, on voit ma filiation généalogique. Cléopâtre est une Ptolémée. Donc, quand on dit reine africaine, c'est presque faux. Et on ne peut, je dirais même qu'on ne peut pas la mettre dans un documentaire avec des reines africaines. On aurait pu nous parler de l'impératrice. Pour toi, ce que a fait Jada Pinkett, là, c'est, selon toi, hein, c'est fausser l'histoire, quoi. Parce que c'est manipuler l'histoire. C'est manipuler l'histoire. Elle n'est pas noire. Elle a du sang noir, mais Cléopâtre ne peut pas être considérée comme une reine africaine en la mettant à côté de la grande reine Zinga et des autres. C'est de la manipulation historique. Simplement pourquoi? Parce que on prend une reine avec des accointances familiales européennes, caucasiennes, qu'on nous met en avant comme une grande reine égyptienne. Mais Jada Pinkett Smith n'a pas fait de recherche, quoi. L'impératrice Tiye, elle ne connaît pas. L'impératrice et reine régente Hatshepsut, la plus grande reine, la plus grande impératrice de l'histoire de Kemet, depuis le premier roi jusqu'au dernier, la plus grande de toutes les femmes, de toutes les reines, c'est Hatshepsut. Elle aurait pu nous parler aussi de Nefertiti. Qui ne connaît pas Nefertiti?
dont le nom veut dire la belle est arrivée, l'épouse d'Akhenaton, celle qui s'affichait avec Akhenaton sur une image qui remontrait en même temps la royauté, le pouvoir, la famille et l'amour. Néfertiti, on aurait pu nous parler d'elle. Et de tas d'autres reines, mais on a préféré nous prendre Cléopâtre. Pourquoi? Parce qu'il y a des accointances avec l'Occident, etc., etc. Donc, on a préféré prendre celle qui nous rapprochait des Caucasiens que celle qui nous rapprochait de nous. Parce que Tiye, Hatshepsut et les autres n'avaient absolument rien à voir avec les Caucasiens, ni sur le plan génétique, ni sur le plan familial, ni sur le plan politique. Elle n'avait pas non plus. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsque l'Égypte antique était souvent envahie, les rois, lorsqu'ils reculaient ou avaient besoin de soutien, ils allaient trouver du soutien où? En Nubie, chez les leurs, chez leurs semblables. Cléopâtre, quand elle se retrouvait en difficulté, elle est partie trouver du soutien où? À Rome. Chez les Romains, chez ses semblables. Donc, chez son homme. Le africaine, c'est manipuler nos sentiments et c'est manipuler l'histoire. C'était clairement une descendante d'un envahisseur, un peu comme les Declercq, les Afrikaners en Afrique du Sud, ont plutôt toujours eu tendance à s'allier avec l'Angleterre. Cécile Rhodes, lorsque la Rhodésie a pris son indépendance et qu'il a créé la Rhodésie, c'était un pays africain, mais dirigé par des Blancs, toujours avec une accointance gardée avec l'Angleterre. Lorsque les Sud-Africains ont eu leur première indépendance en 1911 et qu'ils tenaient la Namibie, l'Afrique du Sud, c'était des Blancs qui gouvernaient, ce n'était pas une indépendance d'un pays africain. Et lorsqu'ils ont eu leur deuxième indépendance en 61, je pense, et qu'ils ont lâché la Namibie ou je ne sais plus quoi, c'était toujours des Blancs. Donc, lorsqu'on nous parle de Cléopâtre, reine africaine, en la mettant à côté d'autres vraies reines africaines, c'est comme si on nous parlait des Afrikaners, des présidents africains, et qu'on les mettait à côté des Sankara, des Lumumba et compagnie. Il y a une manipulation historique dont le but est quoi? Netflix qui le finance, le documentaire qui l'a imaginé et qui l'a mis en place. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous impose une reine, désolé de le dire, mais a été écartée les jambes chez Octave et César, que d'aller chercher du soutien. Et puis après Marc-Antoine. Oui, que d'aller chercher du soutien chez ses frères nubiens. Cléopâtre n'était pas une reine africaine. C'était une reine grecque dont la dynastie est venue usurper une culture et prendre un pays qui n'était pas leur. Parce que les gens oublient ceci, c'est que à cause des invasions, il y a eu du métissage à Kemet. Au niveau de la population, beaucoup moins qu'au niveau de l'élite. Pourquoi? Parce que lorsqu'un envahisseur vient prendre le pouvoir, il trouve une élite en place et il se mélange avec l'élite. Il y a métissage au niveau des élites, très peu au niveau des populations. Donc, quand on parle des Égyptiens, c'était des Blancs, on nous parle de la période ptolémaïque. Quand on dit que les Égyptiens, c'était des gens clairs de peau, on nous parle de l'élite. Mais le peuple, et c'est là qu'on voit un peu le côté factuel de certains historiens de l'époque, comme Strabon et compagnie, qui parlent de la population égyptienne comme étant noire, négroïde, basanée, parce qu'ils décrivaient une population quasiment noire. Mais l'élite, c'est autre chose. C'est plutôt l'élite qui s'est souvent mélangée avec les étrangers et s'est métissée. Donc, quand tu prends une métisse, que tu l'engrosses, le fais engrosser par un caucasien, tu n'auras jamais une basanée comme ce que Jada Pinkett Smith nous a mis à l'image. Impossible. Donc, elle manipule nos émotions, elle manipule notre histoire et elle se moque de nos ancêtres. Parce que tu ne peux pas mettre Cléopâtre à côté de Nzinga. À la limite, j'aurais préféré qu'elle nous mette une Hatshepsut, une impératrice Tiye, la claircir un peu. J'aurais pu dire, OK, sur le plan historique, ça se tient, c'était une Africaine. Mais Cléopâtre n'est pas une Africaine pour moi. Alors, avant que Christian pose sa question, pourquoi les Noirs s'accrochent à ça? Parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, c'est un véritable débat aujourd'hui sur Internet, à la télévision, partout. Gims a lancé ça en France, mais là, maintenant, ça a dégénéré par rapport à l'histoire de Netflix. Il y a un véritable déchirement et il y a des Noirs qui affirment ça, qui sont sûrs de ça. On dirait qu'on veut s'accrocher à ça pour prouver qu'on était puissant ou qu'on était puissante, alors qu'il y a d'autres reines qui existent en dehors de cette Cléopâtre-là. Christian, à toi de continuer. Bon. Vu qu'il a embrayé, je vais rester sur la lancée. Pourquoi est-ce que nous avons cette propension à vouloir se raccrocher à un passé glorieux, comme si on voulait fuir une réalité, de la réalité actuelle en 2023?
les Noirs en général et les Afros en particulier. Parce que si je peux faire un parallèle, les grandes nations qui ont eu de grandes histoires et de grandes périodes, des périodes fastes, je ne sais pas si, par exemple, les Italiens jusqu'aujourd'hui se gargarisent d'avoir eu des ancêtres romains. Les Grecs, je ne sais pas si les Grecs jusqu'aujourd'hui se gargarisent d'avoir eu Aristote, Achille, etc. Allez, on va aller chez nos voisins ici. L'Espagne a été une grande nation. Hein, et donc, je ne sais pas si les Espagnols aujourd'hui, un pays totalement qui a perdu de sa superbe, les Espagnols aujourd'hui vont chercher du travail jusqu'au Maroc, mais je ne sais pas si les Espagnols aussi sont dans cette quête-là, comme nous, les Afros, de vouloir se rattacher, se raccrocher à leur passé glorieux. Comment, de ta position et de la vision globale que tu as, toi qui t'intéresses à ces questions-là, comment est-ce que tu peux analyser ça? L'Africain souffre d'un syndrome ou de plusieurs syndromes, le syndrome de l'enfant orphelin. L'enfant à qui on a arraché ses parents et qui se cherche une parenté pour pouvoir l'aider à avancer, l'aider à s'affirmer, à être ce qu'il est. Les Romains, les Grecs et compagnie, même lorsque leurs empires glorieux et compagnie sont effondrés, ils n'ont jamais perdu leur territoire. Mabélé. Ils n'ont jamais. Jomo Kenyatta disait que lorsque les Blancs sont arrivés, nous avions la terre, ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier. Nous avions leur Bible et eux, ils avaient notre terre. La terre. Quand on a ouvert les yeux. Ouais. Voilà. Les Italiens n'ont jamais perdu leur terre. Du coup, ils n'ont pas besoin d'affirmer que la civilisation romaine, c'était la leur. Ils ont gardé possession de la terre, des vestiges et compagnie, et la culture européenne a fait le reste avec le cinéma, vous parlez de Rome, les Grecs pareil. Alors que nous avons perdu Kemet. Les Arabes se sont appropriés, les Blancs, les Grecs, tout le monde est venu se l'approprier. Nous avons perdu. Du coup, à cause de ce syndrome de l'orphelin, on a besoin de se rattacher à quelque chose de grand, de glorieux, pour dire aux autres, vous voyez, hein, nous aussi on existe. Or que lorsqu'on va dans les détails, non, ce n'était pas forcément ça. Il n'y avait pas que ça. Et je dis souvent aux Africains, avant d'aller chercher des ancêtres en Égypte, cherche des ancêtres chez toi, à Lodja, à je ne sais pas où, va chercher ta généalogie là-bas d'abord. Parce que c'est bien facile de dire, mes ancêtres, les pharaons, non. Quel est cet élément généalogique qui te lie à un pharaon? C'est juste pour, on va dire, de la masturbation intellectuelle, pour se faire plaisir, pour dire aux autres que nous avons été grands. Mais par quoi nous avons été grands? Et c'est parce que nous ne maîtrisons pas cette histoire-là que des gens comme Jada Pinkett et Netflix viennent se moquer de nous. On nous donne une ancêtre grecque, en fait. Donc, mais, la colère Vas-y. La colère des Égyptiens actuellement, les Arabes et tous, comme ils sont fâchés contre ce documentaire, qu'ils ont porté plainte contre Netflix, parce que l'Égypte a porté plainte contre Netflix et tout ça, pour toi, c'est justifié? Ça peut se justifier selon un principe de l'État-nation. Ils sont là depuis plusieurs siècles. C'est eux qui possèdent la terre, ils possèdent les vestiges. Du coup, l'histoire dont on parle, et surtout quand on dit Égypte, se rattache à ce peuple-là qui s'est créé une nation. Du coup, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre leur prenne ce qui est de leur histoire. C'est pour ça que je dis que dès qu'on parle de Kemet... Comme les Américains avec les États-Unis. Exactement. Dès qu'on parle de Kemet, on parle d'autre chose. Et quand on parle d'Égypte, on parle d'autre chose directement. Donc, quand vous dites Égypte, eux ils se disent, ah, notre histoire. Alors que, si on va dans les profondeurs, ce n'est pas forcément ça. Mais parce que nous avons perdu la possession de la terre. Jomo Kenyatta l'a dit. Nous n'avions plus la terre. Les autres ont notre terre. Les autres ont Kemet. D'autres même ont le Soudan parce que les arabo-musulmans ont pris le Nord-Soudan aussi. Donc, vous voyez que le fait de perdre possession de la terre vous arrache une certaine légitimité à pouvoir affirmer les choses. Les Grecs n'ont pas besoin de s'affirmer qu'ils sont Grecs, descendants de, parce qu'ils vont dire, viens chez moi à Athènes, je te montre les vestiges. Les Romains non plus, les Italiens non plus. Oh, viens chez moi à Rome, je te montre le Colisée et machin chose truc. Mais toi, tu vas aller dire quoi? Viens chez moi au Caire, je vais te montrer la pyramide de Gizeh. Maintenant, quand tu vas aller au Caire, il n'y a que des musulmans et des arabes ici, mais ce n'est pas chez vous. Nous avons perdu la terre et du coup, il y a une certaine légitimité que nous avons perdue à revendiquer certaines choses. Mais l'histoire est têtue, l'archéologie est têtue et les faits disent que
c'est une civilisation fondée par des gens venus de beaucoup plus loin dans le nord. Christian? Le nord africain. Maintenant, le second volet de ma question, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de transmission. Et ce manque de transmission nous amène à certaines absurdités, comme se revendiquer d'être des descendants d'Israël, enfin bref, on entend beaucoup de choses qui sont vraiment peu probables, même pour un non-initié comme moi. Mais je me pose la question si nos malheurs ne trouvent pas leur source dans notre tradition orale. Parce que, comme on dit chez nous, hein, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, à partir du moment où la source qui vous a breuvé s'éteint, ben, vous n'êtes plus abreuvé. Et donc, de ce fait-là, vous commencez à vous raccrocher à la moindre parcelle de mémoire que vous pouvez glaner ici et là. Est-ce que cette tradition de l'oralité n'est pas à la base de notre manque de connaissance de notre histoire, en tout cas de cette partie-là de l'histoire? Je dirais plutôt que la tradition orale n'est pas responsable, mais qu'elle n'a pas aidé comme il se devrait, parce que, contrairement à ce que l'on pense, les Africains subsahariens ont inventé des systèmes d'écriture, des systèmes de codification qui existent. Comme lesquels? Il y en a au Cameroun, j'ai oublié le nom exact, je sais qu'il y en a au Cameroun et dans divers peuples, sauf que ils n'ont pas été reconnus comme écriture par qui? Par le maître. Parce que nous sommes des nègres. Le maître blanc. C'est ça. Nous ne sommes pas censés avoir inventé les écritures. Du coup, lorsqu'ils voyaient ce genre de choses, eux ne refusaient d'identifier ça comme écriture et c'est resté. Mais l'autre chose, c'est que ces systèmes d'écriture ou de notification ou de codification servaient surtout à des choses importantes pour codifier des informations. Donc, ce n'était pas accessible à tout le monde. Ce n'était pas accessible à tout le monde, c'était vraiment accessible à ceux qu'on initiait, à ceux à qui on transmettait un certain pouvoir. On peut parler même de Kemet. Il y avait les hiéroglyphes, les écritures sacrées, ou plutôt les médounétaires, si on doit se fier à une véritable appellation. Les médounétaires étaient une écriture sacrée. À côté de ça, vous aviez le démotique, qui était une écriture de monsieur et madame tout le monde. Et si vous allez voir dans Google démotique, écriture égyptienne, vous allez voir des ressemblances avec l'hébreu et l'arabe écrit. Donc, c'était l'écriture de monsieur tout le monde qui va se transmettre et va être adaptée. C'est comme les chiffres arabes. Ils étaient d'une manière par des Arabes, et puis parce que les Latins vont reprendre des connaissances des Arabes, et puis que le latin va s'imposer au reste de l'Occident, ces chiffres-là vont devenir des chiffres dans les langues occidentales. On peut parler de l'algèbre aussi, algèbre qui vient d'un mot arabe. Donc, on a beaucoup d'apports comme ça qui vont se transformer. Du coup, l'Africain, parce que ça a été une de nos erreurs, n'a pas vulgarisé cette écriture, en tout cas n'a pas créé une forme vulgaire de cette écriture-là, a fait qu'il n'y a pas eu un lien entre ce que le peuple utilisait de manière courante et les connaissances sacrées. Du coup, lorsque les barbares sont arrivés et qu'ils ont pratiqué la traite négrière et la colonisation, il y a eu une rupture, une cassure. Ceux qui connaissaient étaient parfois déportés comme esclaves, étaient tués, massacrés, assassinés, convertis. Du coup, il y a eu une rupture, il y avait de moins en moins de transmission, mais heureusement qu'il y avait encore un peu la tradition orale qui a permis de conserver un peu. À travers les chansons, des choses comme ça. Voilà. Mais malheureusement, qui dit l'oralité dit la déformation aussi. Ouais. Et surtout, ça ne laisse pas de traces. Ouais. Christian, une dernière question sur ça. Oh, la dernière question, ben, on va être un peu plus léger. Est-ce que tu vas regarder oui, c'est ça. La production de... Parce que je me souviens quand le film sur les guerrières du Dahomey était sorti, tu avais protesté et tu as longtemps hésité avant de le regarder. Moi, je ne l'ai toujours pas regardé.
Ça ne m'intéresse pas. Moi non Parce plus, que je l'ai pas encore. Hollywood, non. Pardon. Ok. En tout cas, je n'empêcherai personne d'aller le voir, histoire que les gens se fassent leur avis. Mais rien que cette représentation-là, ce forcing de nous mettre une Cléopâtre noire, clairement, à la limite, on nous aurait mis un peu carteronne, un peu plus ou moins métisse. arabe, je me serais dit, ok, mais là, on nous a mis une noire. C'est même pas une métisse qu'on nous a mis, c'est une noire qu'on nous a mis. Là, je me suis dit, il y a de la manipulation et j'ai vu ce qu'ils ont fait par rapport à l'histoire de la Renzinga. Déjà, je n'étais pas très d'accord quand je regardais avec ma fille. Ma fille, elle était passionnée, elle voulait. Mais en regardant l'histoire de la Renzinga, j'ai vu beaucoup d'incohérences. Attends, on parle quand même du 18e siècle. Tu vois un guerrier africain coiffé avec des contours. Tu dis, mais... il a fait des coins avec une tondeuse, tranquille. Je me suis dit, mais non, les gars. Il était au barbershop. Non. Et des tas de petits trucs comme ça, des petits détails. Je me suis dit, sur le plan historique, quand une personne regarde ça, elle a l'impression que les Africains ont toujours été comme ça. Et on voit que c'est une vision très américaine de notre histoire. Et franchement, c'est saoulant. J'ai une question qui a été posée par notre productrice. Elle dit, donc à l'époque, il fallait être initié pour transmettre le savoir et l'histoire. Mais dans un passé plus proche de nous, pourquoi cette transmission ne se fait-elle pas ou plus? Comme ça, c'est la dernière question et c'est bon, vas-y. Ok. Pour recevoir le savoir, oui, il fallait être initié. Donc déjà, de un, il fallait manifester de l'intérêt où on devait voir en toi une personne appelée à recevoir le savoir. À ce moment-là, on t'initiait et on te transmettait. En tout cas, il y avait plusieurs types d'initiation. Il y a l'initiation classique, c'est-à-dire que tu passes de l'âge de garçon à homme. On doit t'initier, que tu comprennes qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que ça implique, pareil pour les femmes. Mais après, pour tout ce qui touchait au savoir, tout ce qui était sacré et compagnie, par exemple, quand je dis que les mythes et légendes africaines sont souvent merci à la tradition orale d'ailleurs, sont souvent des formes de conservation de connaissances scientifiques, de généalogie et d'histoire. Parce que quand on parle de Mami Wata, par exemple, la divinité de l'eau, ça sous-entend l'hydrographie, ça sous-entend tout ce ils nous ont triché, après ils ont mis les sirènes et tout ça. Ça sous-entend l'électricité, donc Gims n'a pas aussi tort que ça. Ah, si tort. Mythes et légendes africaines, il y a beaucoup de connaissances qui ont été cachées. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de transmission de nos jours? Et ça, le problème de la transmission, c'est le problème de la famille. Je dis toujours aux gens, l'histoire de l'Afrique, des peuples d'Afrique commence dans les familles. Une fois que tu remontes l'histoire de ta famille, que tu commences à découvrir des embranchements avec d'autres peuples, d'autres familles, tu es en pleine histoire de l'Afrique. Dès le moment où il n'y a plus de transmission entre les aînés et les cadets, il y a des ruptures et à ce moment-là, on commence à manquer de cette connaissance-là. Et pour essayer de rattraper cette connaissance-là, il faut fournir beaucoup plus d'efforts, passer beaucoup plus de temps et sacrifier beaucoup plus. Chers téléspectateurs à la télévision, à la radio et sur les podcasts, le temps, c'est de l'argent. Surtout qu'en plus, il faut qu'on prépare l'émission du dimanche soir. Donc, ça va être compliqué de faire un peu plus longtemps. Moi, je voudrais remercier Momi qui nous a donné 3 fois cette semaine de son temps libre. Un de ces jours, il reviendra quand il veut. Il est ici chez lui. Tu es ici chez toi. Je ne parle pas de toi à la troisième personne, on dirait César. Tu es ici chez toi. Tu reviens quand tu veux. En tout cas, merci de ta présence. Christian, lui, c'est fini, là, on l'a bloqué. Il sera là les soirs. Il va essayer de chasser les problèmes. Il va essayer de chasser madame et les enfants la prochaine fois. Le mot de la fin de Momi. On est à la 56e. Je te laisse 30 secondes. Merci en tout cas. Pour ceux qui veulent te contacter, tu as donné le numéro. Tous ceux qui veulent apprendre plus, qu'ils aillent sur ton Facebook, sur ton Instagram et tout. Vas-y, 30 secondes. Ok. Ceux qui veulent me contacter, je suis sur Instagram, Facebook, Twitter, sous mon nom, Momimbouzé, vous pouvez me trouver. Moi, mon mot de la fin, déjà merci pour ces moments de partage, parce que c'est super important que nos peuples puissent apprendre sur eux et savoir dans quelle direction il faut aller et connaître des personnes de référence pour les orienter vers d'autres. Mon mot de la fin, c'est une parole que j'ai découverte dans un film que j'ai beaucoup aimé, Amistad, qui disait que nous sommes la raison pour laquelle nos ancêtres ont existé. Nous devons considérer qu'ils ont existé, qu'ils ont eu des hauts et des bas. Certains ont fait de bonnes choses, de mauvaises choses, mais tout ça a eu lieu pour qu'aujourd'hui nous soyons là, que nous sachions ce qu'ils ont fait en bien ou en mal et pouvoir faire mieux qu'eux et transmettre ainsi à d'autres. Très bien. Je voudrais juste préciser une chose, parce que c'est quelqu'un de trop humble pour le dire de lui-même, mais Momi fait un travail exceptionnel sur la transmission, encore une fois, avec les jeunes et les enfants depuis maintenant 2 ans, une année, depuis 3 ans.
Tu vois. Et donc vraiment, c'est un travail à féliciter et à encourager. Merci. Christian, bon, toi maintenant tu es abonné. Merci en tout cas, Momi. Toi tu es abonné, tu reviens quand tu veux. Peut-être que tu seras là dans l'émission. Déjà, je reviens à 22h. Ouais, normalement, ouais. Normalement, ouais. Je reviens. C'était vraiment un plaisir vraiment pour moi de vous avoir tous les deux. Merci vraiment, Momi. Hein. C'est pas une blague. Merci, tu nous apprends beaucoup. Et si les téléspectateurs et les auditeurs veulent un peu plus encore, nous te rappellerons vraiment. Ça nous a vraiment fait plaisir. Au nom de notre productrice Faiza Mouchobekwa, je vous remercie. Je remercie d'abord notre chroniqueur et notre invité. Je remercie chers auditeurs ou audionautes ou zappeurs, vous qui étiez là. Cela fait vraiment plaisir. On va se retrouver normalement 22h30 pour le débat politique général, pour tout ce qui s'est passé durant le mois. Ça sera diffusé le dimanche à 22h30 sur Antenna. Vous me retrouvez aussi à 14h pour le zapping du showbiz et à 22h30, comme j'ai dit, avec l'émission qui parlera du résumé de la politique. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Ciao, ciao. C'était vraiment un plaisir. Au nom du Père, créateur des cieux et de la terre, et Dieu créa l'homme. L'enganche, Trevosa y Narcosa. Bazulu à Matongé, avenue du stade de Tenamposo, couloir Madiakoko et Yinda.